Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon aide lecture du mois de juillet. Je vous tourne ça dimanche, donc demain on est le 1er août. Entre temps, je risque de lire encore un ou deux livres, mais si je ne tourne pas cette vidéo maintenant, je pense que vous l'aurez dans 2 semaines et ça ne fera plus sens. Enfin si, mais moi ça me perturbe, donc on va faire ça maintenant. Je suis désolée, j'ai pas posté beaucoup de vidéos au mois de juillet. J'étais pris par le temps, là je retourne travailler, donc il va falloir que je me remette dans un rythme un peu différent. En septembre j'enchaîne cours, travail et un petit peu mes vacances, enfin bref. Ça va être un peu compliqué là pendant les 2-3 mois à venir, mais normalement au mois de novembre ça va se rétablir et ça ira mieux et on repart sur des bonnes bases et voilà. Bref, je vais commencer maintenant avec les quelques livres que j'ai lus au mois de juillet parce que j'ai pas été trop présente, parce que j'ai pas beaucoup lu et que j'ai pas envie de vous faire du contenu juste pour vous faire du contenu. C'était un peu ma règle d'or depuis 1 an. J'avais décidé de partir des réseaux et je suis revenue en me disant t'arrêtes de te mettre la pression, tu dis comme tu veux, tu fais les vidéos que tu veux et ne fais pas ça juste pour les gens. Genre fais ça pour toi, vraiment en première place, genre vraiment c'est ton avis, ta vie, c'est plus important que tout le reste et ça m'a réussi de faire ça, donc je continue comme ça. Je vais vous montrer un livre que j'ai déjà revendu entre temps, mais j'avais la version en anglais. Je vous donnerai forcément le titre en français, je vous mettrai une couverture, mais j'ai commencé le mois avec... alors en anglais c'est If This Gets Out, mais en français c'est Si ça s'apprend, de Sophie Gonzalez et de Cal Dietrich. Je vous mets la couverture en français ici, comme ça ce sera plus simple pour vous. Alors ici je vais trouver le nom des personnages parce que je m'en souviens jamais. On suit Ruben et Zach qui font partie d'un boys band où ils sont 4 membres et on les suit avec leur management qui est assez particulier, qui exige qu'ils aient une certaine forme physique, un certain physique, une certaine personnalité. Si on a dit que toi tu étais le timide, tu serais le timide, même si ta personnalité n'est absolument pas quelqu'un d'introverti, de réservé, de timide et tout ça. Et on suit plusieurs personnages et on suit, je crois que c'est Ruben qui est gay. Je ne sais plus si c'est Ruben ou si c'est Zach, mais l'un des deux est gay. Il a pas fait son coming out à la population parce que bon, dans un boys band ils sont censés être hétéros pour que les filles soient encore plus amoureuses d'eux et qu'il y ait cette relation un petit peu vicieuse à mon sens, mais qui fonctionne en termes de musique. Enfin c'est un peu le conditionnement des boys bands en fait. Il faut coller à une certaine image et l'hétérosexualité en fait partie. Mais bref, l'un des personnages qu'on suit, parce qu'on n'en suit que 2, Ruben et Zach, il est gay, ses potes le savent, ses potes du groupe le savent, mais il a pas le droit de faire son coming out et il doit rester dans le placard et ne pas trop se faire voir et machin. Et un jour les 2 garçons vont s'embrasser et en fait ils nourrissent l'un et l'autre des sentiments mutuels, sauf que non c'est pas possible et voilà. On va faire un petit flashback de la Pauline de 17 ans qui découvre... non 18 ans, j'avais 18 ans. Qui découvre One Direction et qui par la suite va découvrir les fanfictions et... alors je connaissais déjà les fanfictions parce que j'en ai écrit et lu depuis mes 13 ans, mais à 18 ans je découvre les fanfictions One Direction et les fanfictions entre Louis et Harry, donc 2 membres du groupe, et j'en ai lu tellement et des récits mais incroyables, super bien écrits, hyper réalistes, vraiment je me disais mais... où est la fiction, où est la réalité? Alors que j'étais en plus déjà adulte et assez mature pour me dire non mais ça peut pas exister, mais c'était tellement bien fait, tellement bien ficelé que tu te posais la question genre mais non, la personne elle a suivi le groupe et elle sait ce qui se passe entre eux. Et vraiment de lire ce livre-ci, j'étais là mais c'est tellement en deçà de tout ce que j'ai pu lire, mais vraiment c'était aberrant de voir un roman publié, traduit en plus de ça, en plus chez PKJ c'est pas n'importe qui, et d'avoir ce récit. Honnêtement je l'ai abandonné à peu près à la moitié du bouquin parce que bah ouais, j'ai lu tellement meilleur sur Skyblog à l'époque, puis après sur Wattpad, que j'avais ce récit, je le lisais, j'étais là bah ouais, enfin même l'alchimie entre eux je trouvais qu'il n'y en avait pas, tout l'aspect musical, moi c'est un truc que j'adore, genre je vis pour lire des récits qui parlent de musique. Malheureusement j'en trouve très peu qui sont très bien faits. Les seuls que je peux vraiment vous conseiller, que j'ai vraiment adoré et qui sont un peu la référence, c'est ceux de Taylor Jenkins Reid, l'autrice notamment de Des 7 Maris d'Evelyn Hugo, où elle sait faire en fait, elle est douée pour ça, elle sait associer le côté musical et le côté un petit peu strass et paillettes et le côté... enfin franchement elle sait tout faire cette autrice, je l'aime trop. Et bah là en fait je lisais mon bouquin et je sais que c'est du young adult, mais quand je lisais des fanfictions c'était aussi du young adult, c'était pas des... ok j'ai pu lire des trucs hyper hard en mode plus 18 etc, mais la plupart c'était des trucs un peu gentillets et c'était bien mieux fait que ça, et je lisais le truc et je me disais mais en fait c'est une mauvaise fanfiction Wattpad. Et pendant toute ma lecture je disais, j'étais là mais il n'y a pas d'alchimie, le côté management qui dirige leur vie,
Même ça, c'était même pas bien exploité. Oui, c'était mentionné, montré du doigt, mais c'était pas bien exploité. Les autres membres du groupe, ils sont là, mais on sait pas trop ce qu'ils font. Il y a un côté familial que je commence à bien aimer, mais hop, on rebascule sur le groupe et... Enfin, franchement, t'as pas besoin d'avoir 4 chapitres pour savoir la relation qu'ils ont avec les fans, où en fait ils sont là, oui, les fans sont importants, puis à côté de ça, genre, ah ouais, non, mais c'est trop de pression. Et t'es là, ok, je peux qu'imaginer, parce que je sais pas ce que c'est, la pression qui est mise sur des membres d'un boys band, mais vraiment, pour moi, dans ma tête, c'était One Direction. Je ne peux pas imaginer un autre groupe que celui-ci, ou alors je vais être sur des idoles coréennes ou japonaises, vous voyez. Mais autrement, je me suis dit, franchement, en Occident, avec le duo d'Autoris, je me suis dit, c'est sûr qu'ils sont inspirés de One Direction ou de 5 Seconds of Summer, qui a un petit côté plus rock que vraiment boys band, mais vous voyez le genre. Et j'étais là, mais c'est pas possible d'écrire un truc aussi mauvais, alors qu'il y a des tellement bons textes sur internet, mais vraiment, il y a 10 ans, 12 ans de ça, j'en lisais des incroyables. Eux, ils n'ont pas été publiés, et ça a été publié, j'étais là, non mais c'est pas possible qu'ils trouvent ses lecteurs, c'est pas possible. Genre ce livre, je ne comprends pas. Si vous l'avez aimé, expliquez-moi. Ou alors vous avez jamais lu de fanfiction. J'étais là, mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai. Et vous allez voir un peu plus tard, j'ai lu un autre bouquin qui parle aussi un peu de ce côté fantasme d'auteurisme qui décide d'écrire sur de la musique, enfin musique, sur un monde de célébrités, et c'est aussi chaotique, mais pour d'autres raisons. Mais là vraiment j'étais... voilà, ça m'a pas du tout plu. Enfin, pour que j'abandonne un bouquin en young adult en sachant que ça parlait de musique et de boys band, c'est que vraiment j'ai pas trouvé ça ouf. Et ça m'a rendu dingue de l'abandonner. Enfin d'ailleurs j'étais dans un super bon rythme de lecture, j'ai attaqué ce bouquin et je n'arrivais pas à l'avancer. Et je l'ai traîné pendant 15 jours comme ça, et puis à un moment donné je dis bah non en fait, abandonne Pauline, c'est pas fait pour toi, il est pas bon à tes yeux, donc laisse. Je me suis pas pris la tête après cet abandon, je me suis dit tu sais quoi, vis ta vie, j'avais un examen à passer, j'ai dû réviser en une semaine, enfin même la veille de l'examen parce qu'on venait de faire le cours, j'ai dû réviser la veille pour le lendemain, enfin bref, c'était chaotique et du coup je me suis pas reconsacrée à la lecture jusqu'à ce qu'il sorte The Runway. C'est le tome 3 de Irachel et de Nogdu, c'est publié chez K-Addict et... Oh là là mon dieu. Alors c'est pas mon préféré reste le tome 2, j'ai eu un petit coup de cœur je pense pour le tome 2. Mais il suit, je vous avais déjà fait le topo, en gros ces deux personnages se sont rencontrés à Paris, elle venait de quitter son mec qui l'avait trompée me semble, lui il était en voyage à Paris pour je ne sais quelle raison. Ils vont coucher ensemble, genre vraiment ils disent allez YOLO on couche ensemble, elle c'était la première fois qu'elle avait un coup d'un soir et elle se dit qu'elle va jamais rencontrer ce mec, enfin revoir ce mec et en fait il devient son boss. Genre elle arrive en Corée, elle fait sa vie, 3 mois plus tard il débarque et elle se dit est-ce que je fais genre je le connais pas ou est-ce que... Et en fait lui direct il va dire qu'il la connaît et que... Bref il va pas s'exposer et dire qu'ils ont couché ensemble mais on sait qu'il s'est passé un truc entre eux et... en plus de ça, enfin en parallèle de ça, elle vit dans le même immeuble que lui. Mais ils sont pas encore croisés, elle a croisé son colocataire et en fait il y a un truc genre oh là là apparemment les deux hommes sont ensemble parce qu'il y a un enfant qui est impliqué et t'es là non mais attends, deux hommes qui vivent ensemble en Corée et qu'il y a un gamin au milieu, tu dis c'est un couple gay et il y a tout un quiproquo à propos de ça et c'était hyper bien, enfin franchement tu t'as pas l'habitude de lire ça pour un webtoon coréen. Je pense que dans les webtoons c'est quand même un petit peu plus ouvert d'esprit et un peu plus inclusif mais dans la société coréenne ça se fait pas quoi, donc j'étais là oh. Et c'est trop bien fait, j'aime beaucoup les dessins. Ça parle pas forcément de thématiques très légères, hein. Il y a des sujets pardon, qui sont beaucoup plus profonds. Et c'est ce que j'aime parce qu'il y a ce côté un peu légèreté de la romance, mais il y a plusieurs sujets qui gravitent autour, il y a plusieurs autres personnages. Et c'est pas... Je trouve que niveau webtoon, les sujets sont plus profonds que beaucoup de mangas. Pourtant je lis des mangas en mode tranche de vie etc que j'aime beaucoup qui sont entre guillemets engagés, mais je trouve que dans les webtoons même quand c'est un truc un peu léger il y a toujours des thématiques plus fortes. Genre même True Beauty que j'ai pas personnellement aimé que ce soit le webtoon ou le drama, il y a quand même tout ce côté de la superficialité de la société coréenne et de on doit se maquiller pour aller dehors parce que oh là là faut toujours paraître parfait. Il y a quand même un sujet sous-jacent en plus de la romance, en plus de tout ce qui est abordé et c'est super bien. Donc voilà, je peux que vous le conseiller, The Runway c'est une valeur sûre, j'aime beaucoup. Je crois que le 4ème tome sort au mois de septembre, il me semble que c'est vraiment pas tout de suite et je suis dégoûtée et voilà. Bref, je vais continuer dessus de façon K-Addict parce que j'ai vu qu'il sortait des livres qui ont l'air pas mal. Donc on va essayer un peu de renflouer les caisses parce que pauvreté et après on va acheter la plupart de leurs parutions. Justement le jour de mon examen, le matin, avec une copine, c'est un peu notre tradition, on arrive plutôt à Lyon, comme ça on arrête de stresser chez soi à réviser nos cours en boucle et on va faire du shopping et j'ai acheté 2 livres que j'ai revendus entre temps donc je vous mettrai les couvertures à l'écran. Je me suis déjà acheté Ne pars pas sans moi de David Levitan et de Jennifer Niven. Jennifer Niven, je l'ai découverte il y a
des années, avec Tous nos jours parfaits. C'était avant l'adaptation, avant la grosse hype de Booktube, enfin BookTok surtout, et je suis trop contente de l'avoir connu dans ces conditions, parce que je suis pas sûre que si je relisais maintenant, j'aurais le même coup de cœur que j'ai eu à l'époque. Toujours est-il que c'est une valeur sûre pour moi, comme David Levitan, qui est très peu traduit en fait en France. On a eu A comme aujourd'hui que j'ai adoré, ça questionne tellement sur le côté identitaire et la pansexuelle qui est en moi, adore. J'avais adoré. Donc vraiment j'ai dit les deux ensemble, ça va être trop bien. Et c'est vrai que c'était pas mal. Alors on est dans un roman épistolaire, c'est pas des lettres mais c'est un échange de mails, donc on va dire que c'est épistolaire quand même, entre un frère et une sœur. En fait la sœur elle a fui, elle a fugué et son frère était absolument pas au courant. Sa mère la prend, elle pète un câble et elle demande au petit frère genre mais tu sais où est ta sœur, dis-nous, il faut que tu la dénonces, tu dis rien à l'école, dis-nous juste où elle est. Lui il comprend pas et il se sent d'autant plus trahi que sa sœur ne lui a rien dit et il croit qu'elle lui a laissé aucune trace. En réalité il y a une petite trace puisqu'elle lui a laissé une adresse mail qu'il peut contacter et au début il va lui envoyer des mails en disant mais tu m'as abandonné, tu m'as laissé, comment t'oses faire ça alors que c'est le bordel à la maison. Leurs parents se sont séparés il y a très longtemps. Le petit frère là, a pas du tout connu son père et elle s'est... Je sais pas s'ils sont remariés mais en tout cas elle est en couple avec un mec qui tape les enfants, ses enfants à elle du coup. La mère complètement sous l'emprise du beau-père, enfin bref, famille dysfonctionnelle au possible, pas forcément très riche non plus. Et du coup ce jeune adolescent qui est gay, donc ça jamais, je sais pas s'il est gay ou bi mais en tout cas il sort avec un garçon dans l'histoire, même ça c'était touchant. Mais du coup dans cette famille dysfonctionnelle ça peut pas fonctionner. Et on suit du coup ce petit frère qui reste chez lui, donc c'est que sous forme de mail, donc il raconte ce qui s'est passé dans ses journées etc. Qui va devoir expliquer pourquoi ça serait parti, mais lui-même il ne le sait pas. Il y a tout un mystère autour de leur père où elle va vouloir mener une sorte d'enquête pour le retrouver. Lui qui doit subir son quotidien avec une mère qui est sous emprise d'un mec complètement toxique, la toxicité de son beau-père justement. En plus de ça, la jeune fille, je suis désolée, vous savez, j'oublie toujours le nom des personnages, mais sa sœur, elle sortait avec quelqu'un et le mec est là genre mais dis-moi où est ta sœur quoi, enfin parce que lui il comprend pas, il l'a considérée comme l'amour de sa vie et elle c'était pas le cas, elle était beaucoup trop indépendante et beaucoup trop libre pour un mec comme lui qui voulait se caser, qui voulait être tranquille, et c'était pas son rêve à lui. Et en fait on suit ce frère et cette sœur et ça parle de vraiment cette fraternité, cette fratrie qui est super forte et qui en même temps n'ont pas du tout les mêmes caractères. Et j'ai aimé le fait que la sœur soit un peu, soit même complètement libre, qu'elle ait osé fuguer, qu'elle fasse des choses, etc. Alors que le frère, même si c'est le bordel à la maison, il s'imagine pas vivre ailleurs et fuir ses problèmes, lui il veut confronter à la réalité et faire en sorte que sa réalité change, alors qu'elle, elle la fuit, et j'ai adoré cette alternance de point de vue, et c'était un bon young adult. Je suis pas méga fan des romans épistolaires, je vais pas vous dire que c'était le roman de l'année, mais j'ai trouvé qu'il avait fait son taf, et ça m'a permis de recommencer à lire vraiment, donc c'était chouette. Et franchement c'était une lecture qui était vraiment sympa, enfin j'ai encore beaucoup d'éléments en tête alors que je l'ai lu il y a 3 semaines, donc voilà. J'ai aussi acheté et lu 6 baisers manqués de Tess Sharp. Alors, Tess Sharp ça fait combien de temps que je connais Nadège? Je connais cette autrice avec Si loin de toi, que j'ai acheté, revendu, racheté, qui se trouve dans ma palle, là il est juste devant moi, je le vois, il me regarde, il est là, t'abuses meuf? Oui. Je la connais, je sais que c'est une autrice qui a écrit aussi pour l'adulte. Margot avait reparlé de ce livre il y a pas très longtemps et je l'avais acheté au même moment parce que Nadège avait fait la promo en disant ouais il est vraiment cool, il faut le lire, et quand Nadège conseille un livre, je l'achète. Donc je l'ai acheté, j'ai lu mon David Levitan Jennifer Niven et après je me suis dit allez, j'enchaîne avec celui-ci. Je pense à tort que j'étais pas dans un bon rythme de lecture. C'est-à-dire que moi les livres je les apprécie quand je les bouffe. Plus je fais traîner un livre, moins j'arrive à me remettre dedans et à vraiment l'apprécier. Et celui-ci j'ai dû le faire traîner pendant genre 4-5 jours. Ce qui est énorme pour moi. C'est pas énorme pour beaucoup mais pour moi c'est énorme. Et je pense que j'aurais plus apprécié si je l'avais bouffé d'une seule traite plutôt que d'entrecouper, de faire des grandes pauses, etc. Ici on suit deux jeunes filles. J'ai encore oublié les noms, mais bref, on suit une alternance de 2 points de vue de 2 jeunes filles, et en plus de ça, il y a leur mère dans le lot. Donc vraiment, il y avait trop de personnages, et je crois que lors des 100 dernières pages, je commençais à comprendre qui est la mère de qui. Dans cette histoire, on suit donc 2 jeunes filles enfin surtout 2 mères qui sont amies depuis des années et elles ont eu des filles et ces 2 filles sont lesbiennes. Mais elles sont pas en couple ensemble, elles s'apprécient pas forcément même si elles gravitent toujours dans l'univers de l'autre puisque leurs mères sont amies et qu'elles passent tout leur temps libre ensemble. L'une des mères est malade et je crois qu'elle a un problème hépatique. Je crois qu'elle doit se faire greffer du foie.
Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et bah du coup c'est sa meilleure pote qui dit bon bah je vais te donner mon foie, y a pas de souci. Sauf qu'elles informent pas trop leur fille, juste elles font leur truc de leur côté, elles se disent bon bah au fait j'ai vendu la maison, on va vivre tous ensemble sous le même toit, toutes les quatre, ça va aller, nous on part à Sacramento je crois, pour se faire opérer, c'est un peu genre vous subissez la vie qu'on mène. Donc j'étais un peu genre ok. En plus de ça, si pour l'un des duos de mère-fille, le père est parti il y a très longtemps et c'est ok et voilà, et elles ont une bonne relation, la mère et la fille, pour le deuxième duo mère-fille c'est un peu plus compliqué parce que le père est décédé dans des conditions tragiques, vraiment, brutalement d'un accident. Et la mère en veut à la fille, la mère est très toxique, et il y a aussi la grand-mère qui est la mère du père du coup, je suis pas sûre que vous me suiviez encore, qui est dans les parages et qui est adorable avec sa petite fille et qui tolère plus ou moins sa belle-fille mais qui... voilà. Donc on a tout ce beau monde comme ça qui gravite et on a ces deux filles qui, même si elles ne sont pas censées être amoureuses l'une de l'autre, bah elles sont quand même très très proches. Je crois que parce que Nadège me l'a conseillé et qu'il y avait des lesbiennes dans cette histoire, je m'attendais à avoir une romance. Et j'ai eu tort parce que ce n'est pas une romance. C'est un roman young adult qui contient une romance mais pour moi c'est pas le cœur du sujet. Oui, on voit énormément les deux filles mais ce qui m'a vraiment marqué c'était plus l'aspect... toxicité. Franchement la mère est complètement toxique pour sa fille et elle s'en rend même pas compte. Il y a le côté aussi traumatisme, SSPD, donc syndrome de stress post-traumatique et l'anxiété qui est très présent. Et troisièmement on a ce côté système médical américain complètement chaotique, hein, parce que bon, je me plains de notre pays H24, pour autant j'aimerais pas être aux États-Unis et avoir la santé physique et mentale que j'ai. Genre vraiment je serais pauvre ou morte. Je crois que vraiment il n'y aurait pas d'autre choix possible. J'ai trouvé que ces thématiques étaient bien plus fortes que la romance. La romance est présente mais ça vient un peu en dessous de tout ça, enfin ça vient un peu derrière et... ouais, je pense que j'ai pas lu ce bouquin dans les bonnes conditions. J'ai trouvé ça sympa mais c'est pas... j'aurais pas pu avoir un coup de cœur pour cette histoire, même en l'ayant lu dans des meilleures conditions possibles, mais j'aurais pu mettre une note supérieure si je l'avais lu ouais, en une traite, en 2 jours, en sachant que c'était pas une pure romance et... je sais pas, il m'a manqué quelque chose et j'arrive pas à vous dire quoi parce que même si je mets de côté le côté romance, même si je mets dans des meilleures conditions, ça aurait pas pu être un coup de cœur. Il m'a manqué un truc et je peux même pas... je sais pas, peut-être un peu plus de tension entre les deux, peut-être que je voulais plus un enemies et... il y avait que le côté un peu lover, mais enfin pareil, il y a toujours un prétexte dans les romances, ça fait vraiment partie du schéma des romances où, en tout cas dans les enemies to lovers, même si on est un peu sur un enemies to friends to lovers, enfin bref, on est un peu sur un joyeux bordel quand même. Il y a toujours ce truc de ils s'aiment, ils se détestent, ils commencent à se rapprocher, et après il va y avoir un truc de ils commencent à se mettre en couple, et oh là là il y a un truc qui arrive, genre vraiment cet élément un petit peu qui vient tout chambouler, et là l'élément il était mais ridicule, t'as juste une conversation avec la personne et ça peut être réglé, et t'es là non mais c'est bon quoi. Franchement ça aussi ça m'a un peu énervé cette facilité, genre ne faites aucun conflit si c'est pour faire un conflit aussi nul, genre juste t'as une conversation avec la personne, enfin... là c'était ridicule, le sujet de la dispute était ridicule et ça m'a saoulée. Honnêtement ça m'a saoulée. Je pense que c'est à cause de ça que j'ai pas complètement kiffé ma lecture, même sur la fin. C'est sûrement à cause de ça, ouais. J'ai ensuite lu Le murmure du papillon de Laura Decoster. Voilà, chez K-Books. K-World. Non je crois que c'est K-Books. Bref, voilà. C'est une collection du magazine K-World qui parle de K-pop, et là c'est un bouquin qui parle plus ou moins de K-pop et d'acting et de tout ça. Je savais qu'il risquait d'être problématique et je trouve qu'il l'est dans son intention. Je vais vous expliquer tout ça. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Lana qui va aller en Corée parce qu'elle a écrit un roman en français qui a été traduit en coréen et maintenant un réalisateur veut l'adapter en film. Donc elle débarque sur place, elle arrive dans un immeuble qu'on lui a payé, machin, un truc énorme, et elle va rencontrer un garçon qui fait partie d'un groupe de K-pop qui est une idol, du coup coréenne, et elle va rencontrer en même temps le meilleur pote de ce mec là. Meilleur pote qui est un peu ténébreux, un peu sombre, et qui a tendance à lui faire, peut-être pas du rentre-dedans en mode drague, mais plutôt à la pousser dans ses retranchements, dans ses convictions, et elle comprend pas trop, alors que son meilleur pote, qui est aussi membre du groupe, est beaucoup plus discret et avenant et incroyable, et elle commence à tomber amoureuse, et voilà. Ce qui m'a dérangé dans ce livre, c'est que on est sur une Française qui a écrit une histoire qui se passe en Corée. Et tu peux être française et être passionnée par la Corée du Sud, mais renseigne-toi. Genre vraiment, renseigne-toi et
bah renseigne-toi bien quoi. Il y avait plein de choses qui allaient pas et je suis pas une experte de la Corée, genre vraiment très loin de là. Ça fait 2 ans et demi que je m'y intéresse un peu, où je regarde des reportages, où je lis des bouquins, où je regarde aussi des vlogs un peu plus random, soit de coréens, soit d'étrangers, dont des français qui vont en Corée, parce que j'aime bien avoir les points de vue de gens qui ont la même culture que moi, qui vont dans le pays, du coup qui ont les mêmes a priori, qui vont avoir plus ou moins les mêmes réactions que moi. Du coup je peux me dire ok, qu'est-ce que je pourrais trouver moi-même de bizarre le jour où, enfin si j'arrivais en Corée quoi. Et en même temps je trouve ça bien quand c'est bien genre des Américains qui viennent en Corée parce qu'ils se croient un peu tout permis, t'es là genre tu pointes du doigt des trucs qui sont en fait normaux dans leur pays et pour toi t'es genre oui ils sont bizarres alors que t'es juste en train de juger une culture et je suis là non mais ça va pas. Et j'aime bien suivre des vlogs un peu random de coréens en Corée parce que même leur façon d'aborder les choses et tout je suis là mais non, je suis pas comme ça, genre vraiment il y a des... Enfin, même des réactions un peu random, t'es là, non. Genre faire la queue pendant 1 heure pour aller bouffer dans un restaurant, pour moi c'est niette quoi, alors que là-bas c'est bah ouais, si tu veux manger tu attends, c'est comme ça. Bref, ce qui m'a dérangé surtout dans ce livre, c'est que cette fille quand elle débarque en Corée du Sud, à Séoul en plus, elle connaissait déjà un mec, et le mec est plus âgé qu'elle, il est coréen et elle l'appelle Oppa. Alors Oppa, pour ceux qui connaissent pas, c'est une manière un peu... Comment on peut expliquer ça? Franchement si vous connaissez pas le terme Oppa, je sais même pas comment vous l'expliquer. C'est quand une fille va appeler un garçon plus âgé mais qu'elle a quand même une sorte de lien avec lui. Alors c'est pas genre ton supérieur que t'appellerais Oppa, genre t'as plusieurs termes en fait honorifiques et tu vas pas appeler ton patron comme tu vas appeler ton pote, comme tu vas appeler ton frère, comme tu vas appeler ton machin. Mais Oppa c'est un peu l'équivalent de grand frère, mais c'est pas seulement destiné à ton grand frère, ça peut être aussi destiné à ton mec qui est plus âgé que toi, faut qu'il soit plus âgé que toi, ça peut être destiné à un pote que tu affectionnes, etc. Enfin bref, voilà, c'est un peu un terme respectueux et un peu familier. Sauf qu'elle appelle ce mec Oppa et moi j'étais là, alors attends, tu es française, tu parles pas trop le coréen, par contre t'appelles le mec Oppa et c'est pas juste une fois en mode elle l'appelle Oppa, c'est à chaque fois elle l'appelle Oppa et j'étais là non mais... Ah, et le délire des étrangères qui veulent appeler leur mec, enfin franchement le délire des étrangères qui veulent un coréen Oppa, c'est un truc que je comprends pas, genre tu veux pas un mec parce qu'il est ce qu'il est, tu veux un mec coréen parce que pour toi la Corée ça représente un truc. Et je trouve ça hyper problématique. Et j'avais l'impression de retrouver ça dans ce bouquin et à des moments j'étais là ok ça c'est à peu près réaliste. Et derrière il y avait un truc complètement surréaliste. Comme le fait que les Coréens ont tendance à pas trop être chez eux et à plutôt se voir à l'extérieur et à faire des trucs en extérieur parce que... genre vraiment ils sont pas du genre à faire de la décoration, genre en France on aime bien avoir un appartement qui est meublé, qui est bien, t'invites tes potes chez toi, vous faites plein de trucs à la maison, là où dans les pays d'Asie, parce qu'il y a pas seulement la Corée, mais dans d'autres pays d'Asie, tu vas tout le temps à l'extérieur, tu restes pas tout le temps chez toi, genre vraiment t'invites pas les gens chez toi, c'est tu vas ailleurs, etc. Et déjà d'emblée, genre tout se fait en interne, je dis alors, le réalisme, et même la façon d'agir et d'interagir... Vraiment les Coréens de ce bouquin c'était des Français quoi, enfin vraiment c'était la même interaction, même l'humour de notre héroïne Lana, bah c'est de l'humour français et genre les Coréens ils le saisissent, c'était là non ça ne marche pas, ça marche en français, ça ne marche pas en coréen et ça marche encore moins en Japon, et t'es là mais non mais c'est pas réaliste, et j'avais envie de secouer l'autrice en me disant mais non, et je sais pas, il y avait plusieurs choses qui étaient un peu surréalistes, alors c'était côté très culturel, mais bon si vous connaissez rien à la Corée peut-être que celui-ci vous pourrez dire bon c'est bon ça passe, c'était pas non plus une catastrophe. Mais il y a aussi l'autre aspect où justement on suit là les deux idoles, là les deux garçons. L'un d'eux, franchement, il est limite méchant avec la fille et genre son meilleur pote là qui est tout doux, il arrête pas de genre excuser le comportement de son ami et j'étais là mais... T'es intéressé par la fille est intéressée par toi mais tu défends tout le temps ton pote. Et en plus de ça, genre tu blâmes la fille pour un truc où elle est pas responsable. Elle est pas responsable des actions du gars. Genre lui il la lynche comme jamais, elle reste comme ça, elle dit rien, elle se casse, et après son pote il vient la blâmer, il dit tu vois t'es en tort. Mais elle a fait quoi? Explique-lui. Et après il a non mais c'est pas à moi de te le dire. Mais... alors ne va pas la blâmer alors qu'elle sait même pas, elle se sent comme une merde et en plus de ça derrière tu lui dis bah oui t'es une merde. Et... du coup ça m'a rendu dingue, de même que moi j'étais là oh, on va peut-être être sur un Enemies to Lovers, du coup je commence à me faire mon petit film et machin, et en fait non on n'est pas sur un Enemies to Lovers, donc j'étais là bon. Voilà, donc il y a rien qui allait dans cette histoire, vraiment il y a vraiment rien qui allait. Et pour autant je peux pas lui mettre une mauvaise note parce que je l'ai bouffé et qui m'a un peu relancé dans les lectures aussi. Genre derrière j'ai enchaîné avec un autre bouquin. Donc je peux pas dire qu'il est mauvais, mais en même temps si je le trouve pas très bon, mais il m'a fait du bien. Donc voilà, si vous connaissez rien à la Corée, lisez ce bouquin, vous allez être là, oh là là, c'est vrai que c'est un peu... genre ça peut être une bonne introduction avant de lire des K-dramas, enfin avant de regarder des K-dramas plutôt. Mais autrement, voilà. Par contre je suis curieuse parce que j'aimerais bien découvrir d'autres romans de cette maison d'édition.
parce que si, je sais pas s'ils sont tous dans cette veine là, mais on verra. Ensuite, je n'ai pas lu un roman et la grosse fangirl qui est en moi essaie de réprimer mon sourire, mais... C'est un livre donc j'en ai rien à foutre, je casse dans un livre de lecture. J'ai lu le gros bouquin de BTS, donc Beyond the Story. Je sais plus par qui est-ce qu'il est écrit. Myung-sok, Kang Myung-sok, je crois que c'est comme ça qu'on dit. En gros, on retrace les 10 années de la carrière de BTS et si vous êtes fan, vous apprendrez pas grand chose, mais les 2-3 petites anecdotes, vous êtes là, oh oui. Et après ça vous fait un peu un flashback de leur histoire et tout, et pourtant je les ai pas suivis depuis leur début, hein. Je connaissais le nom mais je m'intéressais pas forcément à eux. Et de toute façon dans BTS, moi je suis surtout là pour Suga, et un peu pour J-Hope parce que voilà. Mais bref, c'est trop bien parce que ça faisait genre des petits flashbacks où tu rattrapes en fait quand tu deviens un fan d'un groupe, genre tu rattrapes un petit peu tout ce qui s'est passé dans leur carrière, etc. Et c'était bien parce qu'il y avait des éléments que j'avais pas forcément, donc j'ai appris 2-3 petites choses et c'est bien d'avoir aussi leurs impressions. Après ça reste quand même assez en surface, on n'apprend pas des choses de dingue. Et j'ai trouvé qu'au début c'était très détaillé sur leur début de carrière, sur comment est-ce qu'ils sont arrivés à Séoul, comment est-ce que leur carrière a vraiment débuté, etc. Alors que sur le milieu... en fait, je crois qu'on arrive genre en 2016, entre 2016 et 2018 au milieu, et sur la fin, genre on a 100 pages sur ce qui s'est passé depuis 2020. Alors qu'avec le confinement, il y a plein de choses qui ont changé. Et ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage de pas avoir les mêmes régularités. Après, je me dis peut-être qu'il y a un deuxième tome qui est prévu, j'en sais rien. Si un jour ils décident de réécrire, enfin de faire réécrire un bouquin sur leur histoire, sur la continuité en tout cas, mais ouais, c'était un peu... En fait j'ai adoré, la fangirl qui en moi a adoré, je trouve que pour des gens qui connaissent pas BTS, ce serait une bonne introduction, même à la K-pop, parce que t'as besoin de voir combien le système est pourri, et combien il y a des gens mal intentionnés, et ils expliquent bien ô combien ils ont galéré, ô combien ils crevaient la dalle, ô combien ils ont bossé pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui fait la force de BTS, et c'est ce qui fait que c'est vraiment genre le pur produit coréen, en mode tu try hard et du coup t'arrives à avoir des choses, et vraiment ce côté là c'est tellement révélateur de la société coréenne et de leur histoire. C'est pas comme le rêve américain où c'est genre quand tu veux tu peux. En Corée c'est genre bosse comme un acharné et vois si ça porte ses fruits, mais fais-le pour la nation, pour le pays, et un peu pour tes rêves, mais un peu genre pour le mouvement général et tout. Donc leur histoire à BTS ça reprend bien ça, donc je trouve ça intéressant d'un point de vue vraiment culturel. Et après j'ai trop aimé parce qu'on voit beaucoup de J-Hope dessus, il y a beaucoup de ses interviews à lui, genre des petits passages, parce qu'à chaque fois il y a les membres qui... genre on suit un petit peu, bon là il y a des paroles de chansons, je sais pas si vous verrez bien, en bleu. Là il y a un petit texte explicatif et après il y a différents membres qui parlent du thème abordé. Et voilà. Après c'est pareil, tout le monde faisait un scandale parce que c'est pour ça que j'ai voulu le lire alors que de base il m'intéressait pas forcément. C'est parce que tout le monde disait oui ça se voit trop, genre BTS ils ont dit, enfin dans l'interview dans le bouquin ils disent que y a des idoles qui les ont pas bien accueillis, qui les ont pas bien... Mais dans toute l'histoire de la musique ça a toujours été comme ça. Taylor Swift elle s'est fait démolir la gueule par Kanye West sur scène. Pas physiquement mais avec ses mots et avec son attitude c'était dégueulasse. Et tout le monde l'a vu, donc que ça se fasse en off pour l'univers de la K-pop, bah ouais c'est logique et ouais je sais pas. J'ai pas compris pourquoi ça avait fait scandale, on se doutait qu'il y avait des gens qui étaient pas contents de voir BTS débarquer et encore maintenant il y a des gens qui n'aiment pas BTS ou qui aimaient BTS et qui maintenant leur crachent sur la gueule et c'est comme ça fait partie de la vie et machin et... De toute façon, tu auras toujours des gens pour cracher sur d'autres personnes, donc j'ai pas trouvé qu'il y avait un gros drama, enfin j'ai pas appris des choses folles et je trouve pas qu'ils sont beaucoup blâmés, enfin... Il n'y a pas de scandale en fait dans le bouquin. Je pense que le plus gros scandale c'est plutôt la façon dont ils ont été traités par leur entertainment, par Big Hit / Hybe. Et j'ai aimé que surtout Suga dénonce beaucoup ça et dit que c'est pas normal et qu'on devrait pas être traité comme ça de cette manière et qu'il y ait autant de pression sur des jeunes. Jungkook aussi, c'est très souvent dit qu'il a débuté quand il avait 15 ans et que c'était un gamin, enfin vraiment t'as 15 ans, tu quittes tes parents, t'arrives dans un univers un peu voilà lunaire hein, parce que voilà. Il y a beaucoup d'idoles par la suite, enfin déjà un peu avant et encore maintenant, qui débutent très jeunes. Et Jungkook explique vraiment ça, qu'il a débuté très jeune et il a été confronté à beaucoup de haine et beaucoup de pression très jeune. Et que c'est pas forcément très sain. Et j'ai aimé qu'il le mentionne dans le bouquin. Genre vraiment, il y a pas de... Il y a de la censure, mais la censure, elle était pas sur ça. Donc c'était cool pour ça.
Et voilà, c'était ma petite lecture un peu doudou de ce mois de juillet qui m'a fait du bien. Mais il est gros quand même, franchement on dirait pas, surtout que vraiment je lisais chacun des mots, je relisais des passages et puis ouais du coup vous avez la playlist et tout. Il y a à chaque fois des petits codes, pardon, comme des scènes, des trucs, des scènes de YouTube et tout, du coup j'allais flasher le QR code, j'allais regarder les vidéos YouTube, j'étais là, ah oui c'est passé ça, oh, ça je l'avais raté, ah mais oui ça, franchement c'était trop bien, c'était hyper interactif, c'était vraiment chouette. Ça m'a vraiment fait mon mois de juillet quoi. J'ai ensuite acheté des livres. Alors vraiment j'ai dit cet été j'achète pas de livres, on fait des économies. J'ai complètement oublié ce concept. Vraiment ça m'est sorti de la tête. En fait j'ai regardé tous les livres que j'avais dans ma palle et rien ne me faisait envie. Je regardais des livres que j'avais déjà lus et eux me faisaient un peu envie mais j'étais pas non plus hyper hypée. Donc je me suis dit Pauline il est temps d'acheter des livres, tant pis, tu vas pas rester des mois à regarder des livres dans ta palle qui ne te donnent pas envie, c'est pour lire et ne pas les apprécier juste parce que c'était pas le bon moment. Ça n'a aucun sens. Donc j'ai acheté des livres et je suis contente parce que je suis en train de les lire. Donc ils vont pas traîner des mois dans ma palle. Ça c'est le point positif. Je me suis d'abord acheté Itaewon Class. Je l'avais acheté en coréen il y a plus d'un an, sauf que je n'ai toujours pas appris le coréen, hein, et je n'aurai pas le temps cette année d'apprendre le coréen, de toute façon c'est clair et net. Voilà, je suis une grosse fan du drama, c'est mon K-drama préféré. Il y en a plein d'extraordinaires qui existent, qui abordent plein de thématiques. J'adore aussi Juvenile Justice notamment. Mais bref, il y en a plein qui sont extraordinaires, mais Itaewon Class c'est l'Occident qui rencontre un peu la Corée. Je trouvais qu'il y avait plein de thématiques hyper actuelles, des trucs que tu ne voyais pas dans les K-dramas, que je n'ai toujours pas revus dans les K-dramas, à part dans des niches, des trucs vraiment perdus, etc. Mais quand on parle de transidentité sur un drama où l'un des acteurs principaux est l'un des plus grands acteurs de Corée, Park Seo-joon pour ne pas le nommer, un peu ouf, vous voyez, donc voilà, je suis méga fan du K-drama. J'avais acheté l'OST, du coup là je me suis fait un petit coin Itaewon Class dans ma bibliothèque et j'en suis trop fan. Bref, ils ont sorti chez Kotun, pardon, Kotun. Ils ont sorti du coup la retranscription du webtoon, parce que de base le drama est inspiré d'un webtoon, et c'est clairement tout ce qui se passe dans le K-drama. Ils ont rien bougé pour le moment et j'ai adoré, vraiment c'est un coup de cœur, enfin c'est... Je revoyais le K-drama, je le lisais, je le voyais en même temps, c'était trop bien, j'adore, et tout est pareil, et la façon de faire, et j'adore le graphisme. C'est, voilà, et juste j'adore beaucoup l'actrice, j'adore beaucoup. Je ne parle plus français les gars, je ne lis plus, je ne sais plus parler la France. J'aime beaucoup l'actrice principale dans ce drama, donc là elle est forcément différente en dessin. Mais je l'aime trop, elle est incroyable, son rôle est... Oh! Et voilà, vraiment il n'y a pas de mots. Donc c'était un peu bizarre de l'avoir illustrée comme genre celui qui regarde Park Seo-joon, regardez-moi cette tête. Mais voilà, c'était trop bien, je vous le conseille à 10 000%, c'était incroyable. Regardez le K-drama, c'est la meilleure chose au monde. L'OST est aussi très bien, c'est pas mon OST préféré, franchement, mais il est quand même très très bien. Et voilà, et c'est là où tu te rends compte que les adaptations webtoon sont bien faites. Bon, à part pour True Beauty, j'ai trouvé que c'était très différent, et aussi pour Clean It With Passion For Now. Il est sorti je crois en 2010 en Corée. Et ils ont fait un K-drama en 2020 me semble-t-il. Pour le coup ça n'a rien à voir. Et je préfère le K-drama. Mais bref, voilà, c'est trop bien. Et enfin le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci pour le moment. Bon il est 13h donc après cette vidéo je vais retourner lire. Mais je me suis acheté et j'ai lu L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Parce que pour plusieurs raisons en fait. Déjà Christian Tran en avait parlé il y a... un an, peut-être même plus en fait, je me souviens de son avis, je sais pas pourquoi il m'avait marqué à ce point là, mais elle l'avait lu, elle l'avait bien aimé, et dernièrement c'est Margot, je crois, qui en a parlé. Je suis pas sûre, j'ai un petit doute sur Margot, mais il me semble qu'elle en avait parlé il y a quelques semaines de ça. Et là du coup il y a la saison 2 qui est sortie sur Amazon Prime et j'étais curieuse depuis un moment et je sais pas, je me suis dit franchement Pauline, t'es dans un mood où rien ne te donne envie, c'est l'été, lis un truc hyper facile à lire, young adult, romance estivale, un truc où tu sais que ça va te faire lever les yeux au ciel 1 million de fois, mais tente, genre vraiment tente ta chance. C'est ce que j'ai fait, j'ai tenté ma chance avec celui-ci et j'ai adoré. Je pense que la Pauline de 16 ans, moi elle était pas sortie à l'époque, mais genre si je l'avais lu à 15-16 ans, j'aurais eu un énorme coup de cœur pour ce récit. Genre vraiment, il était... Enfin ce livre est trop bien. Là je suis un peu plus... Enfin mitigée. Non, j'ai vraiment adoré mais c'est pas un coup de cœur, vous voyez. Et je l'ai terminé hier soir et j'étais là, oh il était bien, oh là là, c'est un petit peu ton plaisir coupable. Genre tu peux pas dire que c'est le roman de l'année, mais il est bien, vous voyez.
Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Belly et chaque année avec sa mère et son frère ils se rendent à... c'est un truc qui s'appelle genre Cousins. Enfin bref, ils se rendent dans un autre état des États-Unis pour retrouver la meilleure amie de leur mère et ses deux garçons. Et chaque année, Belly, elle retrouve Jeremiah et Conrad, et Belly est amoureuse depuis des années de Conrad. C'est un peu le ténébreux, le brun ténébreux. Je crois qu'il est brun, ouais. Bref, c'est l'aîné, il a 2 ou 3 ans de plus qu'elle, il l'impressionne et il est beau, et il fait pas attention à elle, mais elle, voilà, elle a toujours des sentiments pour lui, et là elle a 15 ans, et elle commence à avoir un corps de femme. J'aime pas trop cette idée-là, je trouve ça vachement sexiste, mais en même temps c'est un peu présenté comme ça, et c'est un peu la réalité. Donc bref, elle a 15 ans, elle débarque, elle a un corps entre guillemets de rêve, en tout cas un corps de femme. Et elle a quitté ses lunettes, elle met des lentilles, elle s'habille entre guillemets mieux et elle commence à comprendre qu'elle a un certain potentiel mais en même temps elle est vraiment elle est dans cette transition dégueulasse que t'as quand t'es adolescent où tu sais que t'es plus vraiment un enfant mais t'es pas tout à fait un adulte, t'es dans ce truc de c'est quoi ce corps, je dois faire avec, hormonalement c'est chaotique aussi et voilà. Belly elle est dans cet état là, elle s'entend pas trop avec son frère, alors j'ai aussi un grand frère et mon frère joue au foot, enfin joue toujours au foot d'ailleurs mais bref, quand j'étais petite je traînais tout le temps avec les potes ses potes de foot en fait, où les parents se connaissaient tous etc, des tournois de foot, je passe des week-ends entiers avec les mêmes personnes, donc voilà, et moi j'étais genre la petite sœur avec les autres petits frères et petites sœurs autour, donc voilà, je connaissais l'ambiance et j'étais là ok. Je suis complètement une Belly, je me suis complètement identifiée à son personnage, le fait qu'elle ait des croches un peu sur un peu tout le monde et qu'elle remarque un peu les comportements des uns et des autres, j'étais là oui je suis pareil. Elle a un comportement très puéril que j'avais aussi, du coup j'étais là, je relate, vraiment je cochais toutes les cases, j'étais là oui ça je fais, ah bah ça aussi j'ai fait, et à des moments elle m'agaçait, j'étais là mais tu es un bébé Belly, mais... J'étais pareil vraiment, et je trouve ça trop bien parce qu'elle a 15 ans et tu vois que ça a été écrit par une femme qui a pas genre 20 ans et qui vient de cette ancienne entre guillemets génération comme la mienne où en fait je relatais à tout ce qu'elle disait l'autrice, à tout ce que faisait Belly, où tu vois qu'il y a 15 ans t'es encore un gros bébé tu vois, t'essaies de t'émanciper mais t'es quand même un bébé, t'es pas mature, ou t'es mature sur certains sujets mais pas sur d'autres, et elle a des réactions complètement enfantines, t'es là, oh, tu lèves les yeux au ciel mais c'est réaliste. Genre les ados de 15 ans de maintenant, ils sont beaucoup plus matures sur certains points que moi je l'étais à leur âge. J'avais une innocence que eux non plus, genre vraiment. Et c'était trop bien de retrouver ça parce que ça, vraiment je me reconnaissais là-dedans et c'était trop bien. Et elle va avoir un petit crush pour un autre garçon, mais en même temps elle est toujours amoureuse de Conrad. Jeremiah il est au milieu, il a son âge, on sait pas trop ce qu'il veut. En même temps, on suit les deux mères de famille qui ont une amitié très forte et tu sens qu'il y a un secret, qu'il y a un non-dit entre les deux et t'es là mais qu'est-ce qui se passe? Et ouais j'ai aimé comme on voit aussi Belly grandir, elle a 15 ans au début du récit, à des moments on la suit quand elle a genre 12 ans, des trucs comme ça, 13 ans là je vois. Voilà, on la suit un peu dans ses étés précédents avec quelques scènes, elle revient sur certains éléments. Elle est née en mois d'août, du coup elle a 16 ans dans le bouquin par la suite de l'histoire et il y a plein d'éléments comme ça qui reviennent, comme le fait qu'elle passe le permis, du coup elle est en train d'essayer de passer son permis, enfin elle essaye de conduire à droite à gauche etc. Franchement il y avait plein d'éléments que j'ai trouvé pas actuels, genre en 2023 mais genre de mon temps, genre il y a 10-15 ans, et c'était trop bien. Franchement j'ai vraiment adoré, c'est mon petit plaisir coupable. Vraiment je pense même pas à le vendre, je pense que je vais le garder dans ma bibliothèque, et genre ce matin je me suis motivée, 8h30, j'étais dans le magasin pour chercher le tome 2 et il y était pas. Franchement je me suis dit avec l'adaptation Netflix il y a moyen qu'il l'ait, et non. Sauf qu'on est dimanche matin, enfin là il est plutôt genre 14h, mais bref on est dimanche, je ne peux pas l'avoir, donc il faut que je le commande sur le site de la Fnac, comme ça je l'aurai demain dans ma boîte aux lettres. Et voilà, je peux pas, enfin j'ai lu un autre bouquin entre temps, je vais vous le montrer après ce que je suis en train de lire, ce que je vais lire etc. Mais mon cerveau il est encore dans cette histoire, je suis sur dans cette maison d'été un peu bourgeoise, je suis avec ces personnages. Je sens que le tome 2 va être un petit peu genre le tome de trop et qu'il va basculer dans un truc que j'aime pas trop. Je pense que le tome 3 ça risque d'être pire. Donc soit on suit un peu Belly à la fac etc. et on repart sur un peu une autre boucle, soit on reste vraiment bloqué sur ce truc de Belly qui est amoureuse de Conrad, Jeremiah on sait pas trop quel rôle il a et tout ça. Donc voilà, ça risque de moins me plaire, mais ce premier tome il était vraiment trop bien et je pense qu'il va le faire avec tout le monde. Genre ne vous prenez pas la tête, achetez-le, il existe en poche aussi, c'est juste que moi je voulais avoir tous les tomes dans la même collection. Mais aussi en e-book je crois qu'il est genre à 7 € donc il coûte pas cher. Bref,
lisez-le, genre ne vous prenez pas la tête, achetez ce bouquin, vous vous calez sur la plage, dans votre canapé, je sais pas où vous allez en vacances ou si vous travaillez comme moi, mais bref, calez-vous, lisez et je suis sûre que vous allez passer un bon moment. Peut-être pas le moment de votre vie, mais il fait son taf, genre vraiment j'ai beaucoup aimé. Ça en est tout pour la partie update lecture. Là je vais vous montrer les livres que j'ai commencé, ceux que je vais lire, etc. Parce que je sais pas si j'attaque un vlog dans la foulée ou pas. Étant donné que je fais ma grosse semaine là, donc j'aurai pas forcément le temps, slash l'envie de lire, surtout que je me suis remise au sport, enfin vraiment. J'ai commencé hier soir Tokyo Crush de Vanessa Montalbano. J'avais un peu peur en le commençant pardon, parce qu'on suit une française qui a été au Japon et qui nous explique comment fonctionnent les applis de rencontres, les rencontres de manière générale, les rencontres amoureuses au Japon, un petit peu ce choc culturel. Et j'avais peur que ce soit typiquement genre une française qui débarque au Japon et qui dit ah, dans ce pays il y a ça qui va pas. Genre un peu comme Amélie Nothomb quand elle avait critiqué le Japon en mode vraiment la Frenchie qui débarque et qui dit ah bah ça va pas parce que c'est pas comme la France. Et en fait pas du tout. Genre dans ce bouquin c'est vraiment déjà une femme qui a passé 5 ans au Japon, parce qu'elle est débarquée en 2018 et je crois qu'elle y est encore en 2023. Mais bref, elle a fréquenté plusieurs personnes, elle parle un petit peu des hosts apparemment, mais pour le moment on est vraiment resté sur Tinder, etc., les différents sites de rencontres. On voit que la façon de dater est différente. Alors ça me fait beaucoup rire parce que il y a encore quelques mois de ça, je ne connaissais rien des critères de beauté si, mais des critères de sélection entre guillemets du Japon, de forme de visage, etc. Sauf que Louis-San a publié une vidéo qui en parlait, du coup quand elle fait référence à des trucs, je suis là ah oui, lui aussi il avait parlé de ça, ou alors oh il avait pas parlé de ça. Et je trouve que c'est un bon... franchement c'est un super bon livre, je m'éclate. J'aime beaucoup, on voit les différences culturelles et on voit par une française qui a pas envie de critiquer, hein. Vraiment elle est pas là pour critiquer, pour dire ah bah les hommes japonais ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Non, elle parle vraiment de la société de manière générale et elle se met aussi... elle se blâme entre guillemets aussi, où elle dit bah en fait j'avais pas la subtilité du langage japonais et même en France, enfin je veux dire un étranger qui débarque même s'il a les bases de français, genre toute l'ironie qu'on fait au quotidien, s'il l'a pas le japonais, enfin tu te fais chier, t'es là mais le mec il est hyper ennuyeux. Et elle se rend compte qu'elle a pu être une fille ennuyeuse ou irrespectueuse parce qu'elle avait pas les codes de la société japonaise. C'est même pas que la langue, c'est aussi genre la société. Genre tu peux très bien maîtriser le français si tu ne connais pas la beauté, la subtilité de la langue française, où ouais tu vas faire une double négation et ça devient un truc positif, c'est là non mais si tu connais pas la double négation voilà, si tu connais pas l'ironie, si tu connais pas le sarcasme, si tu connais pas 2-3 expressions vraiment genre moi il y a un étranger, un japonais qui débarque et qui connaît pas la subtilité de notre langage, je me fais chier avec lui alors que peut-être que c'est une bonne personne, vous voyez. Donc voilà, c'est hyper intéressant, j'aime vraiment beaucoup ma lecture, je vais le terminer là maintenant tout de suite. Je vais déjà terminer mon drama parce que je l'ai mis en pause pour cette vidéo et après je vais terminer ce livre. J'avais aussi attaqué Tous nos étés de Carley Fortune que j'ai acheté, ouais, enfin vraiment j'ai acheté plein de livres là en fin de mois. C'est honteux. J'ai été me promener avec une copine, je l'ai commencé, j'ai lu 37 pages. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'après j'ai été sur l'été où je suis devenue jolie, parce que je pensais que celui-ci, je savais que c'était de l'adulte, mais je m'attendais pas à ce qu'on commence par un sujet aussi entre guillemets profond. Donc voilà, j'ai voulu partir sur un truc un peu plus léger, mais je vais le reprendre aujourd'hui et je vais le finir cette semaine. Ici on suit juste une jeune femme qui est sortie avec quelqu'un quand elle était jeune. Elle n'a pas de ses nouvelles depuis très longtemps et le frère de ce garçon l'appelle pour lui dire écoute maman est décédée, est-ce que tu veux venir à l'enterrement, genre ce serait peut-être important pour toi que tu sois là. Elle va dire oui et donc là je la suivais en mode elle est célibataire un peu endurcie et elle aime pas trop ce statut là. Et elle va retrouver son premier amour. Enfin, elle sait que potentiellement elle va le retrouver et elle sait pas trop comment elle se sent par rapport à tout ça. Donc voilà, hâte de le lire. Et aussi, je pense que je vais lire The Perfect Match de Lina Mars parce que je l'ai acheté il y a au moins 2 mois de ça, enfin vraiment pratiquement à sa sortie. J'ai vu que des retours positifs, la thématique me plaisait grave, donc on est un peu dans un monde, dans un univers dystopique où on cherche à ce que les gens soient le plus compatibles possible, donc vous pouvez passer un test pour savoir si vous êtes compatible avec votre compagnon, ou autrement on trouve une personne qui est compatible avec vous. C'est un peu ça le délire. Et elle va passer le test et elle va se rendre compte qu'elle est pas compatible avec son mec, mais elle est plutôt compatible avec le frère de son mec. Sauf que le frère de son mec, elle lui parle pas et elle est pas forcément attirée par lui, enfin vraiment ils ont aucun échange entre les deux, donc elle comprend pas. Et voilà, c'est un peu dans un univers dystopique, donc ça peut être très bien. Genre la romance d'abord, la dystopie derrière, tout ce que j'aime. Voilà, je pense que ça va être mes lectures de la semaine, à part si je change d'avis, mais ces deux-là, c'est presque sûr qu'ils vont y passer. Et voilà,
Je suis désolée, j'ai parlé super vite, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et j'étais genre avide de tout pouvoir vous dire. Voilà, bref, je vous laisse pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!